droits face à l'État. Je dis mes 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 droits face à l'État, tribune des droits de l'homme, un espace où chaque citoyen, chaque personne peut dire ses droits face à l'État. Mais pour dire ses droits face à l'État, faut-il encore que chaque citoyen, que chaque personne comprenne et connaisse bien quels sont ses droits opposables à l'État. D'où cette émission est une école des droits de l'homme. Dans cette émission, mesdames et messieurs, vous allez suivre la suite du numéro inaugural, comme annoncé dans la première partie par Antoine Malunga. Mais bien avant cela, je vous propose de suivre un extrait du message du chef de l'État sur l'état de la nation en 2019. Dans ce morceau choisi, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, martèle sur la volonté du Congo à garantir le respect des droits de l'homme. Mes chers compatriotes, la paix repose aussi sur l'état de droit, qui consacre la séparation des pouvoirs et le respect des droits de l'homme. Notre justice se veut indépendante. Les magistrats officient et prononcent leur verdict au nom du peuple congolais. L'évocation de certains repères le confirme à suffisance. En rappel, les résultats du passage de notre pays à l'examen périodique universel du Conseil des droits de l'homme des Nations unies en novembre 2018 à Genève sont incontestables. Pour la troisième fois consécutive depuis 2009, le Congo s'est soumis magistralement à cette évaluation tant redoutée par les nations du monde. Que l'on porte ou non la République du Congo, les résultats librement annoncés par les instances internationales sont bel et bien ceux-là. Qui peut laisser croire que le respect des valeurs universelles liées aux droits intangibles de la personne humaine n'est pas une préoccupation pour le gouvernement? À l'instar d'autres pays, le Congo a ratifié et adhéré aux instruments juridiques significatifs en matière notamment le deuxième protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques visant à abolir la peine de mort. Le protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. La Convention contre la criminalité transnationale organisée et les trois protocoles s'y rapportant. La promulgation de la loi portant lutte contre la traite des personnes et la publication de la série de décrets d'application de la loi portant promotion et protection des droits des populations autochtones participent de la même volonté politique de promouvoir par là, les droits humains dans notre pays. Qui peut laisser croire que la promotion des droits humains ne constitue pas un engagement politique dans notre pays au regard de la réinstallation du bureau de la Commission nationale des droits de l'homme après quelques années de vacances? De même,
La mise en place du cadre d'échange et de dialogue signé entre le gouvernement, les organisations non gouvernementales et les associations de droits de l'homme pour, en l'occurrence, encourager les bonnes pratiques dans ce domaine ne participe-t-elle pas de notre engagement irréversible dans la protection des droits de l'homme? L'armature juridique dans notre pays donne la possibilité à tous nos compatriotes victimes de violations de libertés individuelles et collectives ou de droits humains de faire recours à la loi pour défendre et faire valoir leurs droits. L'esprit républicain nous commande de respecter notre justice en tant que régulatrice de l'état de droit. Monsieur le Président, il faut dire, quand on regarde l'opinion entend parler plus des ONG qui défendent les droits de l'homme, des particuliers peut-être, mais est-ce que vous êtes assez visible? Est-ce qu'on peut douter de notre visibilité? Aujourd'hui, là, est-ce qu'on peut douter de la visibilité de la Commission nationale des droits de l'homme? C'est une institution qui existe depuis 2003, créée par la Constitution de 2002, mise en place par la loi de 2003, et cette institution existe depuis 2003. Mais cette institution a connu une période de sommeil. Le président de la République, son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, lui-même l'a dit. Il a voulu renouveler cette commission, surtout son bureau, pour la redynamiser. Il a dit dans son message sur l'état de la nation en décembre 2019. Donc, cela veut dire simplement que le président lui-même s'est rendu compte que cette institution a traversé une période de sommeil et qu'il fallait la redynamiser. Et l'ayant redynamisée avec le nouveau bureau que nous sommes et les nouveaux membres, je crois que nous sommes suffisamment sur le terrain et nous sommes suffisamment visibles. Les populations commencent à nous connaître. La preuve, c'est qu'elles amènent des requêtes ici. Monsieur le Président, pour ce numéro inaugural, je vais poser une question. Celle-ci est certainement la dernière pour ce numéro. Le mandat des membres de la Commission est de 3 ans renouvelable une fois. Il vous reste aujourd'hui une année de votre première mandature. Quel bilan pouvez-vous faire à mi-parcours devant la communauté internationale et devant le peuple congolais? Il nous reste bien entendu une année de mandat après 2 années de dur labeur. Quand je dis dur labeur, c'est simplement parce que nous avons travaillé dans des conditions difficiles. Déjà, il fallait qu'on s'installe dans cet immeuble qui nous a été affecté par l'État. Et pour cela, nous remercions le président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, pour avoir donné des instructions au Premier ministre qui gère la DECELBA pour qu'on réhabilite rapidement cet immeuble pour que la commission puisse avoir un siège fixe et viable. Donc, merci au président de la République, merci au Premier ministre et ces structures comme la DECELBA. Mais malheureusement, malgré tout, depuis qu'on est installé, nous ne sommes pas équipés. Donc ce que nous avons ici comme équipement, c'est des équipements de fortune et nous fonctionnons avec. Et deuxième chose, nous fonctionnons
avec un budget vraiment réduit. Mais nonobstant ces difficultés, personne ne peut dire aujourd'hui que notre institution n'est pas visible. Nous avons à notre actif, je crois, 135 requêtes traitées. C'est au-delà de 135, mais 135 requêtes traitées. Et avec un certain pourcentage, j'ai demandé à mes collaborateurs de faire la statistique de tout cela, avec un certain pourcentage élevé des affaires que nous avons fait aboutir. Mais on n'ira pas le crier sur les toits, parce que nous ne sommes pas une ONG. Les ONG sont plus visibles parce que ça s'agite dans la rue, ça s'agite dans les médias, et vous voulez bien les écouter. La communauté internationale aussi veut bien les écouter. Mais la Commission nationale travaille en toute responsabilité et dans la discrétion. Et rend compte à qui de droit. Mais les affaires avancent. Et je n'ai pas le droit de citer ces affaires ici, mais je dis qu'il y a un grand pourcentage. Quand nous aurons fini avec les statistiques, vous saurez que, dans les prochaines émissions, vous saurez que la Commission a traité un grand nombre d'affaires et il y a un grand pourcentage d'affaires qui ont abouti en faveur des populations qui ont pris le courage d'amener des requêtes ici. Monsieur le Président, vous avez fait un bilan partiel. Parcourons les documents qui concernent vos rapports que vous n'avez pas, vous n'êtes dans le statut B. Qu'est-ce que ça signifie quoi, statut B, statut A sur la scène internationale? On aimerait bien le savoir. Nous sommes un démembrement du système des Nations Unies, donc nous sommes suivis par le système des droits de l'homme des Nations Unies. Et le système veut que nous soyons classifiés selon les échelons. Le plus bas, c'était le statut C, qui n'existe plus, parce que là-bas, on ne vous regarde même pas. Et désormais, ça commence simplement au statut B et ça finit au statut A. Au statut B, ça veut dire que vous êtes reconnu comme une institution nationale des droits de l'homme, mais cette institution est reconnue comme un organe observateur. Vous avez le statut d'observateur, parce que vous n'avez pas rempli certaines conditions. Et dans ces conditions-là, vous avez le budget octroyé par l'État, puisque vous êtes un organe de l'État, il faut un certain seuil de budget, il faut avoir un siège, c'est pourquoi je remerciais tout à l'heure le président de la République qui nous affecte ce siège-là, qui a demandé à ses services de nous affecter ce siège. Il faut avoir suffisamment de personnel, c'est-à-dire avoir une administration conséquente, avoir un secrétariat général, une administration permanente. Et il faut avoir, dans cette administration permanente, il faut avoir un centre de documentation. Et également, il faut remplir sa mission. Et sa mission est remplie, bien remplie, et fait l'objet de rapports qui seront examinés par les organes des Nations Unies. Mais nous, on n'a pas encore rempli tous ces critères. Là, on vient d'arriver. Enfin, je dis on vient d'arriver, non. La commission vient d'être renouvelée. Ne remplit pas encore des critères de budget, ne remplit pas encore les critères du personnel, ne remplit pas encore d'autres critères, des antennes départementales par exemple. Il faut avoir des antennes départementales parce que les droits de l'homme ne s'exercent pas seulement dans la capitale. Mais nous remplissons déjà certains critères tels que le siège et le travail que nous faisons. Ce n'est pas suffisant pour aller au statut A.
Et quand vous allez au statut A, vous avez toute la plénitude d'une institution nationale des droits de l'homme parce que vous pouvez inscrire une affaire à une instance internationale pendant nos forats. Vous pouvez parler à des tribunes internationales et vous pouvez vous exprimer mieux sur les questions des droits de l'homme de votre pays. Et si bien que au statut où nous sommes aujourd'hui, d'observateur, statut B, on ne s'exprime pas, on n'a pas l'opportunité de s'exprimer sur les tribunes internationales. Ça nous gêne énormément. Et ça pénalise notre pays. C'est pourquoi nous appelons le pouvoir public à nous aider à aider le pays, en nous donnant ce qu'il faut pour que nous puissions aider le pays en matière des droits de l'homme. C'est très important. Mais dans ces conditions, comment dire que la Commission nationale des droits de l'homme au Congo j'allais dire, existe certainement, mais l'efficacité. Quand vous travaillez avec les moyens du bord, c'est bien difficile. Mais cela n'enlève pas ce que j'ai dit. Nous avons travaillé avec les moyens du bord et nous avons accompli notre mission. Et nous continuerons à travailler avec ces mêmes moyens du bord pour relever le défi. Mais malheureusement, on ne pourra pas atteindre le statut A avec le déficit en personnel d'appoint, surtout dans les départements. Si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas avancer. Si telle est la situation et la condition de la CNDH, est-ce qu'une opinion internationale ou même nationale peut-elle soutenir que le Congo est un pays où les droits de l'homme sont respectés? Si, le Congo, je l'affirme, est un pays où les droits de l'homme sont respectés, où les droits de l'homme sont une réalité. Qu'est-ce qu'il faut pour que les droits de l'homme soient une réalité dans une société? Votre question est bienvenue. Et ce n'est pas de moi, je prends ça encore d'un grand professeur. Je prends ça d'un grand professeur qui dit qu'il faut 3 conditions. C'est Kara Vazak qui dit qu'il faut 3 conditions pour que les droits de l'homme soient effectifs et soient réels dans une société. Première condition, il faut que la société en question soit organisée sous la forme d'un état de droit. Je reviendrai. Deuxième condition, il faut que les droits de l'homme soient encadrés dans un système juridique précis. Troisième condition, il faut des garanties efficaces. Est-ce que le Congo remplit ces conditions-là? Je vais répondre. La première condition, il faut que la société soit organisée sous la forme d'un état de droit. Cela veut dire simplement il faut qu'il y ait il faut que le principe de l'autodétermination soit rempli. Il faut que le principe de la suprématie de la loi soit rempli. C'est ça un état de droit. Quand ces 2 principes-là sont respectés, l'autodétermination et la suprématie de la loi. L'autodétermination, c'est quoi? On doit faire attention, il y a 2 sortes d'autodétermination. C'est l'autodétermination internationale et l'autodétermination interne. L'autodétermination internationale a 2 volets, la séparation et la sécession. Nous ne sommes pas là-bas. Nous, on a déjà rempli les conditions de séparation dès lors qu'on s'est séparé de la tutelle de la France. On est un État indépendant. Mais quand je reviens sur l'autodétermination interne, c'est la possibilité pour un peuple de choisir son mode de gestion de la société, son mode de gouvernance.
et de choisir ses dirigeants. Est-ce que le Congo ne remplit pas ça? Le Congo a eu des constitutions, a eu des actes fondamentaux pendant les périodes d'exception. Mais quand le Congo a eu ces constitutions ont été adoptées par voie référendaire. Toujours. Toujours par référendum que nous avons adopté nos constitutions ici. C'est vrai qu'il y a eu des périodes d'exception avec des actes fondamentaux, mais quand nous revenons à la normale, c'est toujours le peuple, de manière majoritaire, qui choisit son mode de gestion de sa société. Et la dernière constitution que nous avons adoptée ici, c'est celle du 25 octobre 2015, qui reflète bien une constitution qui respecte les principes d'état de droit. Et à la suite, les Congolais, jusqu'à aujourd'hui, sauf en période d'exception, où il y a toujours, et puis vous constaterez qu'au Congo, même en période d'exception, nous avons toujours un organe parlementaire. Même si ce n'est pas des élus du peuple, mais on a toujours un organe parlementaire. Mais en période normale, notre organe parlementaire, notre Parlement, a toujours été un Parlement élu par la population congolaise. C'est une forme de respect d'état de droit. Nos dirigeants ont toujours été élus. Le président de la République est élu au suffrage universel. Les députés sont élus au suffrage universel. Les conseillers départementaux sont élus au suffrage universel direct. Donc le président de la République, suffrage universel direct. Les députés, suffrage universel direct. Les conseillers départementaux, suffrage universel direct. Et les sénateurs, suffrage universel indirect. Donc le suffrage universel est bien ancré au Congo. Donc de ce côté de l'autodétermination, l'État congolais remplit le critère d'un État de droit. Et deuxième chose, j'ai dit suprématie de la loi pour être un État de droit. Et la suprématie de la loi est respectée ici. Tout le monde est soumis à la loi. Ceux qui enfreignent à la loi se retrouvent en prison, mais après un procès juste et équitable. Le respect d'un État de droit. Voilà. Ça, c'est la première condition indiquée par Karel Vazak. Deuxième condition, nous avons dit un cadre juridique précis. Parce que, en matière des droits de l'homme, la liberté est la règle, la loi l'exception. Donc, la loi encadre les droits de l'homme. Pourquoi? Parce que la loi autorise et interdit. Tout ce que la loi n'a pas interdit, c'est la liberté. Et donc vous pouvez vous exprimer librement. Là où la loi n'a pas interdit, vous vous exprimez librement. Mais là où la loi interdit, attention. N'allez pas vous exprimer votre liberté là-bas, sinon vous enfreignez la loi. Et un contrevenant à la loi, on sait ce qu'il attend, un procès, et puis une sanction. Même là aussi, dans ce cadre de contrevenant à la loi détermine la faute, la loi détermine également la peine. Et si ce n'est pas fait ainsi, ça veut dire que le cadre juridique n'est pas précis. Est-ce que le cadre juridique du Congo n'est pas précis? Est-ce que les lois que vous votez au Parlement à travers vos représentants ne mettent pas en place un cadre juridique précis? Je crois que le cadre juridique est bien précis. Et troisième condition fixée par Karel Vazak, qui dit il faut des garanties efficaces. C'est-à-dire, je vais parler ici, il y a deux sortes de garanties. Il y a des garanties organisées, des recours,
et des garanties inorganisées, la résistance à l'oppression par exemple. Mais je veux parler des garanties organisées. Est-ce que le Congo n'a pas de garanties organisées? Est-ce que le Congo n'a pas de tribunaux? Est-ce que le Congo n'a pas d'institutions comme la nôtre, voilà, pour faire respecter les droits de l'homme? Et je voudrais dire ici que nous avons une grande institution qui entre dans la chaîne de la protection des droits de l'homme que nous avons souvent ignorée. C'est la Cour constitutionnelle. Nous n'avons pas un Conseil constitutionnel, nous avons une Cour constitutionnelle. Et la Cour constitutionnelle peut intervenir dans la protection des droits de l'homme quand il y a une loi qui a été prise en violation des droits de l'homme. Et nous avons des juridictions. Quand il y a un problème des droits de l'homme, quand il y a un autre problème de justice, quand il y a un autre problème de contravention, ainsi de suite, on peut aller en justice. Maintenant, quand il y a des problèmes précis des droits de l'homme, on peut venir chez nous et nous verrons par examen des requêtes comment faire aboutir la situation. Voilà complètement bouclé ce numéro inaugural de la Tribune des droits de l'homme. Cet espace reste ouvert pour vous informer sur toutes les préoccupations qui ont trait aux questions des droits de l'homme, mais également sur la Commission nationale des droits de l'homme au Congo. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve jeudi prochain à 19h25 sur Télécongo. D'ici là, portez-vous bien.